Bonjour à toutes et à tous. Le secteur bancaire est le plus régulé au monde. Cela s'explique par le besoin d'avoir des banques solides, capables de traverser les crises, et aussi de créer des règles communes qui favorisent la confiance. Donc ces 15 dernières années ont vu une très forte augmentation de la réglementation relative à la gestion des risques financiers, mais aussi à beaucoup d'autres types de risques, comme par exemple la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, l'ESG, les crypto-monnaies, les paiements, la résilience, la protection des données, l'open finance, et j'en oublie beaucoup. Toutes ces réglementations présentent une forte complexité. Donc, je m'appelle Jean-Loïc Berthet, je dirige en France la société Cube qui s'attaque au problème de l'inflation réglementaire. Et pour ce faire, donc, une base de données recensant l'ensemble des réglementations applicables au secteur financier dans le monde entier a été constituée. Et ce que l'on observe sur les 5 dernières années, c'est un doublement du volume de réglementation applicable. Si on prend l'exemple, par exemple, d'une grande banque multi-pays, multi-lignes métiers, cela représente 24 000 textes et 3 millions d'articles environ à manager, à respecter, avec bien sûr des mises à jour fréquentes. Donc la conformité a donc un coût élevé et il importe d'en maximiser l'efficacité. Et c'est précisément le sujet de cette table ronde que j'ai le plaisir de modérer. Nous allons nous intéresser aux meilleures pratiques afin de tirer parti des obligations réglementaires pour innover au profit des banques, mais aussi de leurs clients. Donc nous avons la chance d'avoir 4 participants de haut niveau qui vont se présenter tout de suite et qui vont nous faire part de leur point de vue et nous éclairer sur ce sujet. Donc je vous propose de vous présenter à tour de rôle, peut-être dans l'ordre à ma... Ah oui, commençons par Stéphanie, tu as raison. On va commencer par Stéphanie Marek, groupe BNP Paribas. Allez-y Stéphanie. Stéphanie Marek, merci. Vous m'entendez? Oui. Donc Stéphanie Marek, responsable de la compliance, de la conformité pour le groupe BNP Paribas. Parfait. Hubert. Donc, Hubert Régnier, directeur conformité groupe Crédit Agricole. Franck. Franck Lanher, je suis le président de LexisNexis Risk Solutions en France, qui est une société qui développe et fournit des solutions de détection et de gestion du risque dans 2 domaines en particulier, la criminalité financière et la fraude. Et enfin Olivier Flich. Donc Olivier Flich, directeur du pôle FinTech Innovation à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la CPR. Merci. Merci à tous les 4. Alors, première question sur le sujet de la simplification réglementaire. La simplification réglementaire donc, est d'actualité, hein, ça a été rappelé dans le rapport de Mario Draghi, afin de favoriser l'innovation. Donc souvent c'est opposé comme ça de manière assez évidente, mais j'aimerais qu'on donne un aspect un peu plus concret à cela. Est-ce que vous pourriez donner des exemples d'innovations qui ont été retardées ou même carrément annulées en raison d'une contrainte, d'une pression réglementaire trop forte? On va commencer par Stéphanie. Oui. Alors merci. En fait, je vais peut-être pas exactement répondre dans ce sens parce que je ne pense pas que la réglementation aujourd'hui nous empêche d'innover en matière, je parle vraiment de maîtrise de risque non financier, en particulier de la conformité, de la compliance ici. Mais je ne pense pas que la réglementation aujourd'hui nous empêche d'innover. En fait, je le vois un peu différemment. La réglementation, dans ces domaines-là, nous pose un cadre, et un cadre qui nous protège, qui permet ensuite une innovation vertueuse. Enfin, sur les sujets de conformité, on est en train de parler quand même de sujets assez structurants. On parle de sécurité financière, donc de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, de respect des sanctions. On parle également de protection des intérêts clients, d'intégrité des marchés, d'éthique professionnelle. Enfin, sur ces sujets-là, on a besoin de ce cadre réglementaire. Et en fait, je le vois plutôt différemment. On doit innover dans ce cadre. Donc, il faut prendre en compte ce cadre et apporter une innovation qui nous permette d'adhérer à ces... Enfin,
pas vraiment des contraintes, c'est un cadre réglementaire, on doit rentrer dedans et innover au sein de ce cadre. Alors après, et on a la chance d'avoir des bons dialogues avec nos régulateurs, il y a des fois où on peut même adapter un peu la régulation pour nous permettre de proposer des produits d'innovation. Je donne un exemple concret récemment, tous les sujets d'instant payment. Bon, bah voilà, nos contraintes en termes de filtrage, de criblage sont assez fortes. Et en fait, on a réussi collectivement à se sécuriser, à se rassurer sur un dispositif au sein de l'Europe qui nous a permis de relâcher certaines contraintes parce que d'autres étaient finalement plus sécurisantes. Voilà, c'est des illustrations où on travaille et on doit travailler dans cette direction avec nos régulateurs pour apporter des solutions sur les sujets des paiements, par exemple, qui conviennent à nos clients. Ensuite, je dirais même que parfois nos régulateurs, on a la CPR avec nous poussent également à l'innovation, nous poussent à introduire de la technologie dans ces process de conformité. Peut-être quand même un point un peu moins positif, je pense que ce qui nous empêche, c'est pas tant que ça nous empêche d'innover, mais qui nous retarde un peu, c'est qu'on a une telle accumulation de réglementation, vous l'avez dit, presque parfois un peu sédimentaire, qui n'enlève jamais rien, hein. Donc, et qui parfois peut aller un petit peu trop vers la bureaucratie. Enfin, on a un certain nombre d'audits, de documentation à produire. Je ne pense pas que ça nous empêche d'innover, mais parfois ça nous détourne un tout petit peu. Ça consomme beaucoup de coûts, beaucoup d'équipes, beaucoup de ressources, et ce sont des ressources qui sont moins employées à accompagner l'innovation. Donc voilà, c'est un peu le message que je voudrais donner à cette première question. Merci Stéphanie. Hubert, au sein du Crédit Agricole, vous souhaitez... Oui, mais je vais aller exactement dans le même sens que Stéphanie. Je ne pense pas qu'il y ait antinomie nécessaire et naturelle entre régulation et innovation. Je serais complètement illégitime, ce serait même injurieux vis-à-vis de M. Flich de dire une chose pareille. Moi, je pense que la problématique est plus dans l'excès, parce qu'en fait, les principes de la régulation sont des principes de bon sens, comme l'a dit Stéphanie. Quand on nous parle de devoir de conseil, on nous parle de connaissance client, ce sont des principes même de notre raison d'être en tant que banquier ou assureur. Bon. Donc en fait, le sujet est dans l'excès. Quand je veux dire excès, c'est parfois une vision un peu trop systématique de certaines approches réglementaires, lorsqu'il s'agit d'appliquer absolument à tout le monde exactement les mêmes processus, exactement les mêmes approches, alors que parfois, et je pense que c'est quelque chose que l'on partage avec les autorités de supervision, il faudrait avoir des approches qui prennent en compte les risques potentiels ou avérés, les différences de situation, les différences de comportement, et donc avoir une approche beaucoup plus adaptée, beaucoup plus flexible de la réglementation en fonction des réalités que nous rencontrons dans nos activités ou dans notre clientèle. Et puis lorsque je parle d'excès, vous avez parlé de la volumétrie des réglementations qui sont applicables au monde bancaire et financier en général, mais je pense que de temps en temps, il y a aussi parfois une tendance à vouloir trop harmoniser. Je pense en particulier au niveau européen. Nous avons quand même encore des spécificités, notamment en France, avec le modèle de banque assurance, qui est un modèle qui a fait ses preuves. Et je pense que vouloir absolument nous faire rentrer dans certains modèles, soit de distribution, soit d'activité, qui ne sont pas nécessairement applicables au monde financier français, parce qu'ils sont applicables à d'autres juridictions en Europe, est sans doute excessif. Et puis je pense à un autre cas également d'excès, c'est lorsque, en sens inverse, il y a parfois des tendances ou des tentations dans certaines juridictions, notamment en Europe, de vouloir absolument garder une approche très nationale, très particulière, on va dire, à certains aspects, alors que parfois nous aurions besoin d'innover avec une approche beaucoup plus pan-européenne, avec une approche qui nous permette de faire évoluer nos produits sur une base beaucoup plus large, avoir des économies d'échelle, alors que même nous heurtons encore parfois à des crispations nationales de certaines réglementations ou de certaines supervisions en Europe qui ne souhaitent pas toujours que l'on ait cette approche pan-européenne des sujets financiers, bancaires et assurantiels. Donc voilà, c'est plutôt dans ces excès
je verrai des sujets à continuer à bien traiter avec nos superviseurs et les autorités de réglementation. Parfait, merci Hubert. On va passer à Franck. Votre qualité de technologiste, hein, puisque chez LexisNexis Risk Solutions, vous êtes chargé d'amener ces innovations dans les banques. Donc je voudrais avoir votre point de vue là-dessus. Très bien, tu me tends une perche. Effectivement, nous, c'est un berceau d'innovation, en fait, la réglementation. Toutes les RegTech innovent en partie par l'évolution des réglementations. Néanmoins, juste pour revenir quand même sur la finalité, parce qu'effectivement, on ne doit pas opposer innovation et réglementation. La réglementation est une nécessité, ça a été rappelé. La protection, elle défend des intérêts essentiels. La protection de la vie privée, des données personnelles, c'est un volet absolument essentiel de la réglementation. La lutte contre le blanchiment d'argent est absolument essentielle. Tous ces volets ont une nécessité et donc il faut y répondre et les RegTech aident à y répondre. La difficulté qu'ont les RegTech, pour parler, si je peux me permettre au nom des RegTech, je pense que c'est l'accès à l'information. Nous ne sommes pas assujettis et il nous est difficile d'accéder aux informations. Quand on pense à la détection de la fraude, donc protéger tous les usagers contre la fraude, eh bien, on se heurte très souvent à la protection de la vie privée. Donc l'accès aux informations, on doit demander par exemple le consentement explicite d'un usager avant de déposer un cookie sur son terminal à des fins de le protéger de la fraude. Évidemment, les fraudeurs le refusent. L'échange d'informations au sujet de la fraude est également très limité. Donc ça, c'est en train de changer quand même, hein, avec la PSD3 en préparation et on a depuis 2 semaines, je crois, le fichier des IBAN frauduleux qui va être partagé entre les banques en France, donc ça évolue. Mais l'accès à l'information est une difficulté. Je donnerai peut-être un dernier exemple précis, ça a été pour les entreprises la déclaration des bénéficiaires effectifs, donc la création de registres nationaux sur les bénéficiaires effectifs. La Cour de justice de l'Union européenne a interdit l'accès à ces informations au grand public. Et les RegTech font, d'un point de vue juridique, partie du grand public. Donc pour nous, c'est des lenteurs, c'est des complications, mais qui ne sont pas insurmontables. On y arrive. Le simple message que je donnerais peut-être aux régulateurs, législateurs, c'est que les RegTech et tous les prestataires de services au service des assujettis sont encore un peu les passagers clandestins, quelque part, du train de la conformité. Et il faudrait peut-être faciliter l'accès aux informations de ces acteurs qui sont vraiment au service de l'écosystème. Voilà. Merci Franck. Très bon point, ça fait une excellente transition pour Olivier. Olivier, est-ce que vous pouvez nous parler des mesures justement favorables à l'innovation qui ont été prises par le régulateur? Oui, je pense qu'il faut dire aussi qu'effectivement la réglementation peut venir au soutien de l'innovation. Et quand on regarde la feuille de route européenne des dernières années, c'est assez clair. Alors il y a une tension, je crois qu'il faut l'assumer, c'est-à-dire il y a une tension entre le potentiel d'innovation qui va apporter des vrais bénéfices en termes de services aux clients, en termes d'efficacité opérationnelle, et puis la protection contre des nouveaux risques, les risques émergents. On en a parlé un petit peu, bon, le risque LCBFT, mais il y a aussi le risque cyber, le risque de fraude. Je veux dire, tout le monde peut voir l'explosion de ces risques. Et puis peut-être des risques émergents. Je dirais simplement un petit mot pour dire que peut-être que demain, on sera tous là à parler de cryptographie post-quantique. Donc il y a vraiment des risques qui arrivent. Et donc dans ce contexte-là, la Commission a toujours cherché à faire un équilibre. Je vais prendre 2 exemples. Toutes les directives sur les services de paiement, 1, 2, bientôt 3, sont des directives qui ont ouvert le champ des services de paiement et donc permis l'entrée de nouveaux acteurs. Donc ça, on voit bien l'objectif qui est de rendre à la fois le secteur plus compétitif, mais également de pousser l'innovation. Deuxième exemple relativement récent, c'est MiCA. C'est quand même la première réglementation sur les cryptoactifs d'envergure, je dirais, qui crée un cadre stable et clair pour les stablecoins, pour les cryptoactifs. Et donc ça a aussi un intérêt parce que les acteurs, notamment les acteurs soumis à des obligations de conformité, n'iront pas sur un marché sur lequel il n'y a pas de confiance, c'est-à-dire où il n'y a pas d'encadrement. Donc il y a vraiment cet équilibre à trouver entre la définition d'un cadre qui soit clair, qui permette aux acteurs d'y aller,
et qui soit suffisamment souple pour évoluer. Et je finirai par un dernier point, c'est que la réglementation, c'est une chose, la façon de l'appliquer, c'est aussi important. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la CPR, et pas seulement la CPR, beaucoup d'autorités en Europe, ont créé des pôles dédiés à l'innovation pour, premièrement, permettre le point d'entrée des nouveaux acteurs ou des porteurs de projets innovants, parce que les gros acteurs ont aussi, chacun d'entre eux, des pôles innovation qui sont extrêmement créatifs et innovants. Donc, pour pouvoir discuter avec eux et identifier à la fois les irritants réglementaires, mais aussi parfois des lectures qui pourraient bloquer l'innovation, alors même que les objectifs de la réglementation pourraient être remplis. Je prends un exemple sur le KYC, donc l'entrée en relation à distance. On a fait un gros travail en France pour permettre justement l'arrivée des nouvelles technologies, de l'entrée en relation à distance qui soit compatible avec les objectifs de LCBFT. La difficulté, c'est que les risques de l'entrée à distance évoluent très vite. Donc on est toujours dans une course pour maintenir cet équilibre innovation-sécurité. Merci Olivier. Alors on va passer maintenant à une deuxième question, justement sur l'application de la réglementation. Comment est-ce que l'innovation technologique aide à gérer efficacement les risques de conformité et les changements réglementaires? On va commencer avec Stéphanie. Alors, sur les sujets de conformité, en fait, la technologie, enfin, la conformité en général, je pense que c'est une véritable aire de jeu pour introduire de la technologie. Il y a vraiment beaucoup de use cases pour lesquels la technologie nous permet d'être plus efficace. Et quand je dis plus efficace, c'est deux aspects. Aussi bien mieux maîtriser nos risques, vraiment mieux détecter nos risques en amont, mais également en réduire les coûts. Parce qu'aujourd'hui, les coûts de la conformité ont énormément augmenté au sein des banques, c'est un vrai sujet. Et en même temps, on a de plus en plus de risques, comme vous l'avez dit. Donc, il s'agit vraiment d'être de plus en plus efficace sur les risques qu'on gère pour pouvoir investir pour gérer les nouveaux risques. Alors, peut-être à titre illustratif, je vais donner deux exemples, là où la technologie peut nous aider. D'abord, sur tous les sujets de détection, ce que j'appelle, enfin, un peu en langage plus mathématique, le tail risk, enfin, le risque d'un événement sur 10 millions qui risque d'arriver. Ça, on a beaucoup de process sur ces sujets. On a la détection de la fraude, du blanchiment. On a sur le process de mise en conformité sur les sanctions, la surveillance des communications, la surveillance des trades. Ce sont plein de process pour lesquels on doit screener, enfin on doit analyser des millions de transactions de communication, peut-être pour trouver un cas de fraude ou un cas d'abus de marché. Sur ce genre de process, la technologie, et en particulier l'IA, vraiment nous amène dans la dimension d'après. On a aujourd'hui beaucoup de scénarios qui sont plus ce qu'on appelle rule-based, donc sont des règles assez binaires. Et plus on mettra de l'IA dessus, plus on pourra analyser énormément de données et mettre un peu d'intelligence pour détecter des patterns ou bien diminuer ce qu'on appelle les faux positifs qui nous polluent beaucoup parce que c'est très coûteux. On a des armées de personnes de la conformité qui vont regarder, ou du business qui vont regarder toutes ces alertes. Donc sur tous ces sujets de détection, la technologie peut énormément nous amener, et BNP Paribas a déjà commencé à énormément investir, soit directement en interne, soit grâce à des fintechs également qui nous aident beaucoup. Et puis un deuxième sujet illustratif, c'est toute la gestion, et ça c'est plus, je m'adresse à vous, donc de gestion de la documentation, des réglementations. Quand on intervient comme BNP Paribas dans plus de 60 pays avec des réglementations qui sont pratiquement mises à jour tous les jours dans chaque pays sur chaque sujet, pour continuer à suivre ces évolutions, pour ensuite les traduire dans notre corpus procédural interne et ensuite le lier à tous nos process de contrôle, d'analyse, etc. L'intelligence, un peu d'intelligence est la bienvenue pour rationaliser ces process qui sont aujourd'hui beaucoup trop manuels.
Donc moi, je crois vraiment beaucoup en ce que la technologie, si elle est bien utilisée, tout en respectant les cadres de respect de données personnelles, etc., mais peut nous apporter dans l'efficacité de la détection pour la banque, mais également au service des clients finalement. Merci Stéphanie. Franck, est-ce que vous pouvez donner votre point de vue sur ce point? Oui, pour prendre la suite sur le sujet. Évidemment, la technologie est nécessaire, indispensable, mais juste, je dirais qu'elle ne fait pas suffisamment bien son travail aujourd'hui, ou en tout cas, elle est insuffisamment utilisée. Le constat, il est que les coûts de conformité ont évolué à la hausse de façon significative depuis, je crois que le tournant, ça a été la crise financière de 2008. On a quasiment doublé les coûts de conformité dans le domaine des institutions financières. Et quand on regarde d'où viennent ces coûts, c'est essentiellement des coûts de main-d'œuvre. L'Europe est en retard sur les États-Unis sur ce sujet. Donc en Europe, on a plus de 50% de nos coûts qui sont encore liés à la main-d'œuvre. Les États-Unis sont un peu en dessous. Et la croissance annuelle des coûts, ce qu'on observe dans les études, c'est que le taux de croissance du coût de la main-d'œuvre en Europe est supérieur à celui des US. Donc la technologie a encore du potentiel pour nous aider, et surtout, je pense, en Europe. Je ne vais pas développer trop dans le détail sur les apports de la technologie, mais il y a des facteurs évidents qu'il faut avoir en tête. Stéphanie, vous avez mentionné la notion de temps réel, la notion de réactivité. Je pense que les usagers attendent des services en temps réel, les régulateurs attendent des actions en temps réel, et le crime, lui, ne nous attend pas, donc nécessite également des actions en temps réel. L'autre élément, c'est les données. On a une explosion de la quantité de données. C'est totalement indispensable d'utiliser la technologie pour les analyser. L'expertise, parfois la conformité demande des expertises qui ne sont pas des expertises présentes dans la banque. Si on pense tout simplement à suivre les élections pour avoir la liste des personnes politiquement exposées au niveau international, national, régional, local, identifier les membres de la famille des personnalités politiques, identifier les proches, tout ça, ça demande une expertise. Et je terminerai peut-être juste sur une nécessité technologique, tout simplement parce que les criminels eux-mêmes utilisent la technologie. L'IA est maintenant massivement utilisée pour créer des identités synthétiques, des documents falsifiés. Ça nécessite côté bancaire d'avoir les outils également du même niveau pour les détecter et les stopper. Voilà. Merci Franck. Hubert, oui, pour le Crédit Agricole. J'irai exactement dans le même sens que ce que disait Stéphanie, encore une fois sur l'aspect volumétrie. Vu la taille de nos organisations, je crois que c'est le premier facteur le plus important à garder en tête, c'est la taille des sujets que nous avons à traiter en termes de nombre de clients, de nombre de transactions, de flux à vérifier. Bon. Mais le deuxième paramètre extrêmement important, c'est que la conformité est passée d'un monde de l'obligation de moyens. Nous avions évidemment déjà un cadre bien respecté pour vérifier tout ce que l'on a rappelé en termes de grands enjeux, mais on est passé de plus en plus dans ce qu'on appelle une obligation de résultat. C'est-à-dire que maintenant, nous devons être pertinents sur les résultats que nous obtenons au travers de nos différents processus. Nous avons une obligation d'exhaustivité et nous avons une obligation d'arriver à des mesures de la délinquance financière, des blanchiments, du non-respect de sanctions, de problématiques de non-respect de la protection de la clientèle qui doivent être maintenant mesurées par les superviseurs comme des résultats à atteindre. Et donc quand on a une obligation de résultat aussi forte sur des volumétries aussi énormes, vous voyez bien qu'on est passé dans des systèmes industriels sur lesquels nous ne pouvons plus nous permettre d'avoir d'un côté des systèmes d'information qui traitent la problématique commerciale et puis en parallèle et sans communication des systèmes qui traiteraient la problématique de conformité. Donc nous sommes passés maintenant dans un monde de ce que nous appelons la conformité native, c'est-à-dire de devoir inventer des process industrialisés, complètement digitalisés, qui soutiennent à la fois les parcours commerciaux, alors en particulier évidemment sur les nouvelles technologies, les applications téléphoniques et autres, etc., et en même temps traitent des problématiques de conformité. Et donc cela suppose d'avoir des processus complètement intégrés en termes de fabrication des process, en termes d'allocation des équipes qui doivent travailler ensemble, de façon à ce qu'au travers d'un certain nombre de procédures de type contrôle bloquant, de type boucle d'information entre ce qui ressort des systèmes et des processus plus humains que nous devons conserver en parallèle, qu'il y ait à l'intérieur même des processus digitaux la conformité complètement intégrée nativement
de façon à ce que les sujets soient traités au même moment, à la même occasion, parce que vous savez bien qu'aujourd'hui, les personnes qui veulent rentrer en contact avec une banque ou un assureur, ils veulent avoir immédiatement la réponse, ils veulent avoir immédiatement leur contrat en place, ils veulent avoir immédiatement les fonds débloqués ou leur carte mise à disposition. Et donc ça suppose de l'instantanéité, et donc ça suppose de notre part la capacité de traiter, comme je vous le disais, à la fois l'aspect commercial et l'aspect conformité nativement dans les mêmes systèmes. Donc ça, c'est évidemment une pression d'innovation qui est extrêmement excitante, enthousiasmante pour nos équipes, mais qui suppose également une méthode de travail complètement différente entre les deux mondes qui jusqu'à présent travaillaient en parallèle plus de manière intégrée. Voilà, moi je pense que l'enjeu principal chez nous en termes d'innovation sera de ce côté-là. Merci Hubert. Et on va terminer avec Olivier, parce que vous utilisez aussi des innovations technologiques pour faciliter les missions de contrôle. Oui, je dirais qu'en fait, nos problématiques ne sont pas très éloignées de ce point de vue-là. Les problématiques d'innovation interne ne sont pas très éloignées de celles des établissements qu'on contrôle. Alors évidemment, on a des volumétries moins importantes, on n'a pas ces questions de temps réel. Par contre, on a toutes ces questions d'analyse d'informations de plus en plus nombreuses. Et donc, évidemment, on a un intérêt en termes d'efficacité de nos missions pour développer des solutions innovantes. Je prendrai quelques exemples. Bon, l'exemple le plus connu, c'est l'outil de LCBFT qu'on appelle Lucia. Pourquoi il est le plus connu? C'est parce que c'est celui qu'on utilise dans les banques quand on va contrôler. Donc, les banques le voient en action. Donc, c'est un outil de cartographie qui permet de cibler les transactions qui nous paraissent suspectes. Mais à côté de ça, on a développé toute une palette d'outils d'analyse, des publicités, de cartographie des produits d'épargne, d'impact carbone des investissements. Donc, on voit qu'on s'attaque aussi à toutes ces nouvelles réglementations et on essaie de trouver des solutions. Je dirais qu'il y a une double vertu à innover pour un superviseur. C'est d'abord évidemment être plus efficace pour soi-même, pour ses missions, mais aussi beaucoup mieux comprendre les enjeux de transformation qui sont à l'œuvre dans le secteur bancaire. Parce qu'on est confronté en fait aux mêmes questions qui se posent à la fois en termes de résilience, alors peut-être encore plus en termes de souveraineté, parce qu'on fait partie de la Banque de France, donc on a des enjeux de souveraineté importants, mais également de conduite du changement, de redéfinition des processus. Donc ce sont des choses qu'on voit à l'œuvre. Et ça nous apporte cette expérience, elle nous apporte de meilleures clés de compréhension de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur financier. Merci Olivier. Alors, troisième question maintenant, sur le thème de la mutualisation. Il y a des domaines, je pense par exemple à l'AML, la lutte contre la fraude, lutte contre le blanchiment d'argent, pourquoi pas le KYC, où il n'y a pas forcément de compétition entre banques. Comment mutualiser les efforts et les ressources pour mieux respecter les obligations réglementaires? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble possible et si oui, comment? On va commencer avec Stéphanie. Alors ce sujet de la mutualisation, c'est un peu un serpent de mer, parce que effectivement, en théorie, on a envie de se dire qu'il y a un certain nombre de choses, comme on n'est effectivement pas en compétition pour lutter contre le blanchiment ou la fraude, on a envie de se dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait faire au nom de tous, mais finalement, ça s'avère un petit peu plus compliqué. Et je pense que le dilemme, c'est toujours trouver cet équilibre entre finalement ce qu'on pourrait mutualiser, qui serait plus toutes les données publiques, où là, effectivement, on peut se dire qu'à partir du moment où c'est public, est-ce qu'on ne pourrait pas, plutôt que mutualiser, mais donner un accès plus simple, plus standardisé à toutes ces datas, à toutes les banques en même temps, pour qu'elles puissent les utiliser de manière plus efficace, instantanée, etc. Par contre, toutes les données privées de nos employés, de nos clients, on n'ira jamais les mettre toutes les partager. Donc en fait, effectivement, en théorie, on a envie de se dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mutualiser, mais je pense qu'on est plus, plutôt que d'utiliser le mot mutualisation, c'est plutôt, il y a des registres qu'on peut mettre plus efficacement, avec une data plus organisée, au service de tous, et qui pourrait nous permettre d'aller nous plugger, aller brancher nos outils, et donc finalement toujours dans cette optique d'avoir une détection améliorée, plus efficace pour nous et finalement pour nos clients.
puis ensuite, c'est ce que tu disais. Je pense que faut peut-être essayer de réfléchir un petit peu mieux avec les RegTech également, qui elles, en fait, ont cette valeur qu'elles regardent plusieurs clients en même temps. Donc en fait, vous progressez plus vite que nous en silo. Et comment on peut profiter un peu mieux de l'avance que vous prenez les RegTech, parce que justement vous bénéficiez de toutes les feedbacks de toutes les banques en même temps pour ensuite alimenter le reste du secteur bancaire. Donc je pense que ce sont les enjeux. Je ne crois pas au super grand KYC Europe de tous les clients, je ne crois pas. Mais par contre, comment on peut donner accès à la data de manière plus efficace et dans certains endroits plus mutualisés. Voilà. Très bien. Merci Stéphanie. Justement, vous parlez, Stéphanie, des RegTech. On va passer à Franck. Ok, c'est un vaste sujet, donc je vais essayer de faire assez court. Évidemment, la mutualisation, elle est clé. On pense tout de suite au gain d'expérience, au gain d'échelle. On pense, en tout cas, moi je pense surtout à l'efficacité. Quand on regarde le sujet adressé, dans notre cas, c'est la criminalité financière, la fraude. Le crime, il fonctionne en réseau en fait, que ce soit les crimes tels que la fraude, que ce soit le trafic de drogue ou que ce soit toutes les actions de blanchiment qui s'en suivent. C'est des actions qui sont effectuées en réseau. Et donc nous, on a une conviction, c'est qu'il faut un réseau pour combattre un réseau. Et donc ça, de même que la conformité devient native dans les produits et les process bancaires, chez nous, la dimension réseau, elle fait partie de l'ADN, elle fait partie du développement, de la conception des produits. Je citerai juste un exemple, parce que c'est un sujet effectivement assez récent d'un point de vue réglementaire. En 2024, on a vu une accélération des réglementations qui permettent le partage d'informations. Mais nous, d'un point de vue produit, c'est en 2005 qu'on a lancé notre produit Threat Metrics, qui aide à détecter la fraude. Et ce produit, il s'appuie en fait sur ce qu'on appelle le réseau d'identité numérique. C'est un réseau qui met en commun des empreintes digitales de tous nos clients. Et donc ce sont juste des calculs, mais l'accumulation de ces calculs dans le temps permet ensuite à chacun des nouveaux clients et des clients existants de détecter la fraude, de donner un niveau de risque de fraude, un score sur les transactions qu'ils effectuent avec leurs propres usagers. Donc cette mise en commun d'informations, elle a commencé il y a très très longtemps et elle continue aujourd'hui. On l'enrichit avec plus de 100 milliards de transactions analysées chaque année. Voilà, c'est un exemple concret d'usage de cette mise en réseau. Merci Franck. Hubert, vous voulez ajouter un point ? Oui, juste peut-être un point. Là où je pense que la France peut faire quelques progrès, c'est dans la relation entre le monde bancaire assurantiel d'un côté et les autorités publiques de l'autre qui détiennent des datas qui nous sont utiles, nous, pour la bonne application de la réglementation. Je pense évidemment à toutes les données qui viennent nourrir le KYC, qu'il s'agisse des revenus, patrimoine, toutes les données juridiques dans les greffes, et où nous avons besoin de mettre en place des liens, des structures évidemment très très finement mettre en place de manière extrêmement stricte pour l'accès à ces données extrêmement sensibles sur nos clients privés, mais qui nous permettrait d'avoir, encore une fois, je reviens sur le terme natif, d'avoir accès à ces informations sans embêter nos clients à devoir leur demander systématiquement ce type de données au travers des processus habituels de KYC. Là, c'est un sujet sur lequel beaucoup d'autres juridictions en Europe ont déjà marqué des buts, avec des bases de données publiques accessibles aux banques et aux assurances, qui sont bien sûr mises en place en accord commun avec les autorités publiques. Et je pense que c'est un sujet sur lequel nous devons faire beaucoup de progrès en France, qui est encore un peu balbutiant et qui va demander un peu d'efforts réciproques. Bon, évidemment, il faut qu'on explique les conditions dans lesquelles nous mettrons en place les processus internes aux banques et aux assurances pour gérer ces données, de façon à rassurer les autorités publiques. Il faudra évidemment qu'on se mette d'accord sur les accès, les modalités juridiques et techniques, mais il faut que les autorités publiques elles-mêmes acceptent de faire un pas dans cette direction et participent à cet effort commun, parce que je pense qu'en termes d'efficacité, puisque c'est le mot qu'on utilise, je pense que ça sera un effort commun qui sera payant
pour l'intégralité de l'économie française, pour nous évidemment en tant qu'acteurs privés, pour les autorités publiques et évidemment pour nos clients qui seront évidemment satisfaits de ce type d'évolution. Donc je pense que ça, s'il y a une évolution majeure à donner à notre paysage autour de nous, c'est vraiment dans ce domaine-là. Parfait. Merci Hubert. Et Olivier, justement, quel est le point de vue du superviseur là-dessus? Peut-être en 2 mots. Déjà, notre expérience en tant qu'observateur de l'écosystème. Ça fait quelques années que je suis au pôle FinTech Innovation, donc j'ai vu pas mal de projets de mutualisation, de coopération. Et je dois avouer que ces projets-là ont plus de chances d'échouer que les autres. Voilà, c'est un constat. Quelles sont les raisons? C'est déjà coopérer, c'est pas si facile. Entre des acteurs qui ont des contraintes de conformité, des contraintes juridiques et aussi des contraintes de concurrence en fait. Donc il y a ce premier problème de mise en œuvre pratique. Et puis il y a également un sujet, c'est celui de la protection des données personnelles, sur lequel on achoppe souvent parce que partager des données, c'est forcément se poser la question du partage de données sensibles. Donc ça, c'est les difficultés. En face, il y a les gains possibles. Je pense que ça a été très bien dit. Travailler, coopérer sur certains sujets, ça rend, en termes d'efficacité, c'est bien plus important. On espère le voir avec la mise en place de la réglementation DORA. Le partage d'informations sur les attaques cyber va, on espère, renforcer la résilience de l'ensemble du secteur. Donc sur ça, on voit effectivement qu'il y a un intérêt du secteur. On voit aussi tous les efforts que le gouvernement a fait pour faire de l'open data. Donc on voit bien qu'il y a disons des convergences d'intérêts. Par ailleurs, c'est long. Donc nous-mêmes, quand on peut, on essaie d'aider. On a fait un tech sprint où on a fait se rencontrer en fait des techs parce qu'on a de très bons acteurs technologiques qui peuvent apporter des solutions. Alors notamment sur le partage confidentiel de données. On a fait un tech sprint qui rassemblait, qui permettait de tester ces solutions avec des banques qui étaient partenaires et qui ont pu regarder ça. Bon, on s'est arrêté parce qu'à l'époque, le cadre réglementaire ne permettait pas d'aller plus loin. Mais faire la preuve, faire des expérimentations, ça permet de faire aussi évoluer les réglementations. On voit que ces idées de mutualisation sont en train d'entrer dans la réglementation LCBFT. Donc je pense que tous ces efforts aujourd'hui permettront en fait de construire, de faire évoluer les réglementations et de construire les conditions pour avoir des mécanismes de coopération efficaces. Très bien, merci Olivier. Alors là, on arrive à la question centrale, puisque c'est bien le thème de la table ronde. Comment la réglementation stimule-t-elle l'innovation au service des clients de la banque? Alors, on va commencer avec Franck. Ok. Alors, je vais parler donc pour le compte de mes clients. Mais ce que je constate, déjà, juste si on prend un peu de recul, je pense que dans les années 2010, les marchés ne croyaient plus, en tout cas, croyaient beaucoup moins dans les banques. On pensait que les banques allaient être vraiment bouleversées par des nouveaux challengers. Aujourd'hui, on voit que ça n'a pas été le cas. Et ça n'a pas été le cas parce qu'il y a eu de l'innovation. Ça, c'est un point. Et le deuxième, c'est la notion de confiance. En tout cas, c'est mon analyse du sujet. En termes d'innovation, nous, ce qu'on a constaté, puisqu'on les alimente en technologies qui permettent l'innovation, on a constaté une amélioration notable de l'expérience client. La digitalisation, en fait, l'accumulation réglementaire, quelque part, a nécessité de revoir fondamentalement tous les processus. Et donc, on a eu beaucoup plus d'intégration de tous les processus bancaires, de fluidification du parcours client. Et aujourd'hui, on se retrouve avec une expérience client qui est d'un très très bon niveau, que ce soit entre les banques et les challengers. Juste un élément là-dessus, dans la détection de la fraude, on parle souvent du petit silence qui suit votre clic sur l'écran ou sur votre clavier. Bah oui, pendant ce petit silence, il s'opère un certain nombre d'opérations totalement transparentes pour l'usager. Donc ça, c'est fantastique. Le deuxième élément, c'est la connaissance du client. Dans les banques, les processus ont été désilotés, les informations ont été mises en commun et donc on a une vue à 360 degrés d'un client et avec beaucoup plus de données qu'on en avait auparavant. Et ça, je pense, vous allez peut-être l'expliquer, mais ça doit permettre un développement d'une offre, de nouvelles offres, une amélioration du service client,
une anticipation de ces besoins et je ne sais pas si on le voit aujourd'hui, mais en tout cas je vous questionnerai là-dessus, c'est est-ce qu'on l'utilise également carrément en temps réel, comme dans le marketing digital on parle du next best action. En tout cas je pense qu'on va y venir au niveau bancaire, on a tellement d'informations qu'on va y venir. Voilà, je citerai peut-être juste un dernier exemple d'innovation qu'on a constaté, c'est que la création de cette confiance et de l'accumulation de ces données permet de lancer de nouveaux services. Le service de confiance BeConnect qui a été lancé entre les banques en France récemment, qui permet l'authentification des usagers en un clic sur des sites de e-commerce. Ça a été permis par les banques et j'en ai d'autres à vous citer. Merci Franck. Stéphanie, votre tour. Oui, je vais rebondir sur les deux thèmes. Enfin, c'est effectivement, le premier, c'est la confiance. Finalement, cette réglementation, enfin, ces besoins, ce cadre, nous pousse à investir dans une technologie beaucoup plus innovante, dans une technologie plus sûre, plus transparente et qui va renforcer in fine la confiance du client, et notamment sur le sujet de la fraude. Isabelle, à la table ronde précédente, le disait aussi. C'est quelque chose que peut-être le client ne voit pas tant que ça se passe bien, mais le jour où voilà, on en est victime, ça peut coûter très cher pour une perte de confiance du client. Et aujourd'hui, les banques ont les moyens, ont mis de l'argent pour investir sur ces mécanismes de détection ex ante, presque instantanée, donc sur la fraude ou bien un peu ex post sur le blanchiment, mais qui nous permettent finalement de gagner cette confiance du client, également de les protéger, qui est quand même la base de la relation bancaire. Ensuite, effectivement, le deuxième axe, c'est l'expérience client. Là, en fait, je dirais que finalement, nos contraintes réglementaires sont tellement fortes qu'on est bien obligé d'investir pour garder une expérience client qui soit agréable. Et donc, typiquement, sur les sujets des KYC, comme vous disiez, finalement, vous nous demandez d'aller recertifier, par exemple, nos clients tous les 5 ans. Bon, ça devient tellement fréquent, nos clients individuels, je veux dire, tellement fréquent qu'on est allé un cran plus loin. Finalement, on va les certifier presque de manière continue. Donc voilà, dès qu'on a une information nouvelle sur un client, on va updater son KYC et finalement, on va mieux connaître notre client. Ça améliore également la relation banquier-client. Et puis, nous, côté conformité, ensuite, on aura des données plus pertinentes qui nous permettront de finalement rendre le parcours plus facile, parce qu'effectivement, quand un client maintenant aujourd'hui se connecte, il veut, comme on disait tout à l'heure, son compte dans les 5 minutes, son crédit conso dans les 10 minutes, directement au magasin. Et donc du coup, il faut qu'on ait finalement cette connaissance client et ce parcours de plus en plus digitalisé et avec une technologie plus performante. Merci Stéphanie. Et Hubert? Et moi, je pense que fondamentalement, de toute façon, la conformité va rester un terrain d'innovation absolument fondamental. D'abord parce que, je pense qu'au-delà de toutes les annonces en matière de simplification, l'avalanche réglementaire, à mon avis, va quand même se poursuivre d'une façon ou d'une autre. Quand je vois ce qui arrive encore en termes de directives en matière d'investissement dans le retail, toutes les réglementations en cours de préparation dans le cadre du PAC AML, il y en a plusieurs centaines qui sont en cours d'élaboration, qui va, comme le disait Stéphanie, exiger de notre part un contrôle encore plus fréquent de la qualité de nos données sur la connaissance client. Bon. Donc l'avalanche va continuer, et puis ça n'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, puisque la conformité a toujours été un terrain de jeu pour l'informatique, d'abord parce qu'il y a toujours eu des questions auxquelles il fallait répondre de manière binaire, et donc l'informatique évidemment était d'application assez naturelle. Et puis maintenant il y a l'intelligence artificielle. Or, comme vous le savez, on est passé d'un monde binaire maintenant à une analyse beaucoup plus complexe des sujets que nous avons à traiter. Il s'agit d'analyser pour nous des comportements, il s'agit pour nous d'utiliser des approches multicritères, d'utiliser donc des approches qui, progressivement par voisinage, essayent de mieux comprendre le type de transactions que font nos clients, le type de clients que nous avons aujourd'hui, à la fois en termes de clients particuliers ou d'activités commerciales. Et donc cette connaissance par patterns, comme dirait Stéphanie, par des analyses beaucoup plus fouillées et beaucoup plus actives de l'activité de nos clients, ça suppose l'utilisation de l'IA, ça suppose une utilisation absolument massive
cette approche technologique. Alors on dit que l'IA sera partout, mais je pense qu'elle sera surtout et plus fondamentalement chez nous à la conformité, parce que ça sera le seul moyen de pouvoir répondre à tous ces enjeux dans les temps qui viennent. Donc oui, je pense que la conformité va rester un terrain d'innovation absolument fondamental dans nos institutions. Merci. Merci Hubert. Alors, il nous reste peu de temps pour une conclusion, mais en dernière question, en fait, j'aurais aimé, et Hubert, vous avez commencé à y répondre d'ailleurs, avoir votre point de vue sur la simplification réglementaire. C'est un thème qui a été beaucoup abordé. Ben, par exemple, le gouverneur de la Banque de France a pris position plusieurs fois là-dessus. Comment vous voyez l'avenir et qu'est-ce que vous en pensez? Mais très, très rapidement, Olivier, parce qu'il nous reste peu de temps. D'accord. Oui, Olivier. Je dirais, je voudrais être plus optimiste et plus volontariste sur le sujet. D'abord, je pense qu'il ne faut pas se dire parce qu'on a l'innovation, on peut continuer à avoir de l'accumulation réglementaire. Ce ne serait pas un bon sujet. Donc, il y a un vrai sujet de simplification. Peut-être en deux mots. Pour nous et pour toutes les autorités, enfin toutes les institutions européennes qui aujourd'hui sont en train de travailler d'arrache-pied sur ces sujets-là, il y a une différence entre la simplification et la dérégulation. On a encore en tête la grande crise financière des années 2008 et on sait que le coût social d'une crise financière est trop élevé pour qu'on se permette de transiger sur les objectifs. Pour autant, avec les strates de réglementation qui se sont accumulées, on a deux sujets. On a un premier sujet, c'est la charge de reporting, qui a explosé pour tout le monde. Et là, je dirais qu'il y a un objectif partagé entre superviseurs et supervisés, parce que les supervisés doivent remplir les reportings et les superviseurs doivent les analyser. Donc on utilise de la technologie, mais ce n'est pas forcément que la seule solution. Il faut aussi voir ce qui est vraiment nécessaire et ce qui peut être simplifié. Et le deuxième point, pour être très rapide, c'est vérifier qu'il n'y a pas de doublon, il n'y a pas d'incohérence et qu'en fait, peut-être en travaillant sur la structure, en simplifiant, on sera plus efficace dans l'atteinte des objectifs. Je prendrai un simple exemple qui est plutôt dans le domaine de l'innovation et des acteurs innovants. Chaque fois qu'on a trouvé un modèle d'affaires, on a créé un statut. Donc on a une multiplication de statuts. Il y a peut-être de la simplification à faire, ce qui sera plus simple pour les superviseurs et aussi pour les supervisés. Donc il y a ce travail de mise en cohérence sur lequel on fonde beaucoup d'espoir et qui, en tout cas je peux vous l'assurer, est en cours au niveau européen. Parfait. Merci, on va devoir conclure. Difficile de conclure une table ronde aussi passionnante. Merci à tous les quatre pour vos points de vue, vos éclairages. C'était vraiment très bien. Et merci aussi à notre auditoire pour votre attention. Merci à vous.